Merci, Monsieur Alfonsi. Now, je donne la parole à Mr. Mosley. Please, you have the floor. Thank you. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir être ici pour vous dire quelques mots concernant l'Atlas de l'UNESCO des langues en danger. J'ai apporté ici la version en anglais et la version en français et la carte mondiale qui est associée. Donc si quiconque voudrait voir à quoi cela ressemble, vous aurez la possibilité de le faire juste après. Mais je voudrais vous expliquer comment cet atlas a vu le jour. Alors, comment est-ce que l'UNESCO définit les langues en danger? Dans quelle situation une langue doit-elle se trouver afin qu'elle gagne sa place dans l'atlas des langues en danger dans le monde? La simple définition de cette notion est qu'une langue est en danger lorsque les enfants ne l'apprennent plus. Mais afin de définir avec plus de précision ce concept, il faut prendre en compte différents facteurs. Tout d'abord, le nombre absolu de locuteurs, la transmission intergénérationnelle de la langue, la proportion de locuteurs dans la population totale d'un lieu donné, l'attitude des membres d'une communauté face à une langue donnée, la disponibilité de matériaux pour des objectifs éducationnels, ensuite la modification d'utilisation du langage, la réponse à de nouvelles demandes dans de nouveaux domaines, le type et la qualité des documents existants, et bien sûr l'attitude des gouvernements et des institutions via les politiques et via notamment également l'utilisation officielle ou le statut officiel. Donc si on prend en compte tous ces différents facteurs, on peut se rendre compte de dans quelle mesure une langue est en danger ou non. C'est en 1996 qu'a été édité sous l'égide du professeur Singelboom à l'université australienne le premier atlas avec 700 langues en danger. Il y avait 53 pages de texte et 12 cartes. Deuxième édition, 2001. C'est également le professeur Vroom qui l'a rédigé et finalisé peu avant son décès. Et à l'occasion de cette édition, il a constitué toute une équipe d'experts internationaux qui décrivaient la situation de toutes les langues en y associant à chaque fois une carte et en positionnant la langue en danger par un système de couleurs qui est encore utilisé dans la troisième édition que nous avons ici. Dans la deuxième édition, le nombre de langues était passé de 700 à 800. Et il y avait 90 pages de texte et 14 cartes. Mais il ne s'agissait pas encore là d'un atlas complet. Mais grâce à un financement généreux de la part du gouvernement norvégien, on a eu la possibilité d'étendre le projet afin d'obtenir une nouvelle édition. Il est apparu pour la première fois sous deux formes, sous une forme numérique en ligne qui est en accès sur le site web de l'UNESCO et la version imprimée que j'ai ici avec moi. La version numérique a été lancée à Paris en février 2009 à l'occasion de la journée de la langue maternelle. La version imprimée est apparue un an plus tard, avec en même temps également une version en français et en espagnol. Donc nous avons cet atlas en 3 langues différentes aujourd'hui. Un des grands avantages est qu'aujourd'hui, il est accessible à tous les utilisateurs via l'Internet. Donc toute erreur, toute omission peut être rectifiée et du coup l'atlas peut être mis à jour en ligne. Les modifications peuvent être incluses par la suite également dans la version imprimée. La portée de l'atlas est aujourd'hui plus élargie et inclut désormais 2500 langues, voire plus d'ailleurs, ce qui représente probablement plus d'un tiers de toutes les langues du monde. Vu que les langues dépérissent à un taux d'au moins une langue pour quelques semaines, si j'ai bien compris, on a eu besoin d'introduire également quelques langues qui sont aujourd'hui éteintes, malheureusement. Environ 230 des langues incluses dans l'Atlas sont désormais éteintes depuis 1950. En d'autres termes, sur la durée de vie de l'UNESCO, ce sont 2 générations qui ont été perdues. Il y a eu une grande modification pour ce qui est de la cartographie depuis la dernière édition.
les cartes imprimées par le passé étaient des cartes dans une seule couleur qui respectaient l'échelle de la région qui était montrée, mais il n'y avait pas de détails topographiques et pas d'autres indications de villes ou d'autres repères. Les nouvelles cartes sont fondées sur la technologie Google. L'atlas n'est pas surchargé de détails géographiques. La version imprimée non plus, parce qu'il est très important de ne pas distraire l'utilisateur qui veut avant tout pouvoir trouver la langue. Ensuite, sur Internet, il y a la possibilité de zoomer pour arriver à une échelle différente afin de, là encore, mieux trouver ses repères. Sur la version en ligne, on peut sélectionner une langue en faisant un clic sur un symbole et on peut voir les données qui sont disponibles concernant chacune des différentes langues. Si vous voulez l'essayer par vous-même, malheureusement je n'ai pas un écran pour le montrer, mais c'est très simple sur www.unesco.org/culture et vous pouvez à partir de là vous orienter sur l'atlas. Alors, quel est le type de données que vous pouvez trouver? Le nom principal, le nom alternatif s'il y en a un, le code ISO 639-3. Il s'agit là d'un code à 3 lettres qui est associé à chaque langue du monde qui est reconnue comme étant une langue distincte. Mais le statut de reconnu comme une langue distincte est un élément difficile à mesurer. Il s'agit cependant d'un critère très important. Parce que si d'un côté une langue peut avoir beaucoup de langues, dont certaines peuvent faire référence à des dialectes, d'autres langues au contraire peuvent avoir à plusieurs un même nom. Donc un code permet vraiment de distinguer son identité. Pour ce projet, on a divisé le monde en plusieurs régions, plus ou moins du point de vue continental. Et pour chaque section, on a associé une carte et un texte. Le projet a été édité à Paris, au siège de l'UNESCO. Et l'éditeur a la possibilité, avec un mot de passe, d'avoir accès à l'atlas et pouvoir modifier des informations. Les langues ont été indexées et mises en catégorie par pays en ordre alphabétique. Ainsi, donc, l'utilisateur peut parcourir la liste pour chaque pays. Alors, bien sûr, une langue peut se retrouver dans plusieurs pays pour les langues transfrontalières. Et donc, en parcourant cette liste, on peut retrouver une langue particulière. Sinon, pour la version imprimée, il faut aller voir dans l'index. L'information vérifie le code ISO et dans certains cas, les experts régionaux doivent montrer leur désaccord avec les codes proposés parce que, par exemple, on pourrait les avoir appliqués à un groupe trop large, de groupes séparés ou au contraire de manière trop étroite. Donc, l'équipe contribue également à corriger la liste de codes officiels. On a besoin de nouveaux codes dans certains cas, et dans d'autres cas, de vieux codes doivent être réaffectés. Un autre élément clé dans la cartographie de ces langues, c'est qu'il y a des points et non des polygones qui identifient les langues. Et donc chaque point a une taille normalisée. La raison est très claire. Les très petits points peuvent se perdre très rapidement et les très grands, cela veut dire que c'est une langue qui est très en danger. Et les grands points, mesurant le nombre de locuteurs, montrent que la langue est plus importante. On ne peut pas utiliser des formes représentant la zone à proprement parler d'une langue parce que, pour des problèmes techniques, cela serait moins lisible. C'est la raison pour laquelle pour une langue qui est étendue, nous avons essayé de marquer le point au point central d'utilisation de la langue. Si les locuteurs sont éparpillés dans une zone très vaste, comme en Sibérie par exemple, ou en Amérique, cela pose un problème supplémentaire. Et s'il y a d'autres langues entre eux, nous devons utiliser plusieurs points. Mais bon, nous essayons de faire au minimum. Une telle politique doit être utilisée avec beaucoup d'intelligence parce que les locuteurs d'une langue peuvent être très mobiles, très nomades, et donc dans ce cas, nous essayons de distribuer un nombre minimum de points. Dans toutes les traditions, nous avons un code couleur, de la couleur la plus claire, du jaune clair jusqu'au noir. Alors, une langue est sûre si elle est parlée par toutes les générations.
La transmission intergénérationnelle n'est pas interrompue. Par conséquent, toutes ces langues-là ne figurent pas dans l'atlas. Ensuite, les vulnérables sont le deuxième degré stable, mais menacées. Il s'agit de langues parlées dans la plupart des contextes de toutes les générations, sans rupture de transmission. Mais il y a du multilinguisme parmi ces locuteurs et il y a une langue qui est plus dominante. Ces langues, d'habitude, on ne les retrouve pas dans l'atlas, mais elles y figureront peut-être à l'avenir. Et notre équipe éditoriale, justement, est en train de l'analyser. Ensuite, le troisième stade est vulnérable. Si la plupart des enfants parlent la langue de leurs parents comme étant leur langue maternelle, même si ce n'est qu'à la maison, c'est une langue vulnérable. Ensuite, nous avons les langues clairement en danger. Et ça, c'est le cas si une langue n'est plus enseignée comme langue maternelle ou à la maison. Les locuteurs les plus jeunes de ces langues sont les parents. Ensuite, nous avons les langues sérieusement en danger si la langue n'est parlée que par les grands-parents et par les plus anciennes générations. La génération des parents comprend encore cette langue, mais ne la transmet plus à leurs enfants. Ensuite, nous avons les langues en situation critique. Une couleur foncée, si les locuteurs les plus jeunes sont les grands-parents et si la langue n'est plus utilisée au jour le jour par quelque locuteur que ce soit. Et ces personnes âgées ne se rappellent peut-être que partiellement cette langue et non plus de partenaires pour communiquer dans cette langue. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a toute une série de langues éteintes qui sont marquées en noir, qui figurent dans l'atlas, si plus aucun locuteur ne se souvient de la langue. Les éditeurs, nous avons décidé d'inclure ces langues si elles sont devenues éteintes depuis au maximum 100 ans. Il s'agit de la catégorie la plus controversée qui a suscité le plus de discussions d'ailleurs depuis la publication de l'Atlas. Je pourrais m'attarder encore plus longtemps sur ce sujet, mais je voudrais vous parler brièvement de la phase de travail dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Il s'agit d'une phase très intéressante. L'UNESCO a demandé à la Fondation pour les langues en danger, qui est un groupe d'organisations basées au Royaume-Uni, de suivre de très près les retours que l'on peut recevoir des utilisateurs de l'édition en ligne. Les impressions d'utilisateurs ont été analysées depuis 2 ans, voire plus de 2 ans d'ailleurs, depuis l'apparition de la version en ligne. Et je peux dire qu'il y a eu un véritable vague d'enthousiasme pour l'Atlas. Ces commentaires arrivaient à un niveau de quelques-uns par jour. Maintenant, c'est un petit peu plus rare. Mais je peux dire que ces différents commentaires, certains d'entre eux étaient vraiment très rigoureux et très intéressants, donc leur vérification est tout aussi importante. Alors, ils concernaient l'allocation des marqueurs, le statut de la langue, les chiffres concernant la population et les locuteurs, la classification de la langue. Pour ce qui est de la hiérarchie, est-ce que c'est une langue ou un dialogue? Ensuite, les sources bibliographiques, notamment les matériaux d'apprentissage. Ensuite, des anecdotes personnelles concernant des contacts avec des locuteurs. Et ensuite, des déclarations politiques, la plupart du temps de la part de représentants de minorités qui revendiquent leurs droits. Nous avons donc beaucoup de commentaires de leur part. Et ensuite, il y a des questions générales sur les critères de l'UNESCO. Je pourrais encore vous parler longtemps de la manière dont nous analysons ces commentaires, mais je crois qu'il est temps pour moi de m'arrêter et je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Merci. Thank you very much, Mr. Mosley. Merci beaucoup, Monsieur Mosley.